Leur parcours était tout tracé, puis ils ont découvert le Web3. C'est devenu une passion, ils sont alors devenus des Web3 builders, à leur rythme, à leur manière et selon leur vision. Inspirez-vous de leur parcours incroyable et devenez, vous aussi, un builder. Je suis Romain Milon, j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et en parler à 2 personnes autour de vous. Bonne écoute. Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Gabriel Begazo. Il est cofondateur et COO de CD Labs. Comment tu vas, Gabriel ? Salut Romain, super bien. Merci pour l'invitation, ça me fait super plaisir. Bah écoute, avec grand plaisir, je suis très heureux de t'accueillir. Alors comme tu le sais, on rentre tout de suite dans le vif du sujet dans Behind the Chain. Voilà, est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais avant d'arriver dans le Web3 ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, ce que je faisais avant d'arriver dans le Web3, j'étais étudiant. C'est-à-dire que je suis arrivé dans le Web3 assez tôt. J'ai découvert Bitcoin en 2016. Donc avant, moi je suis né en 2000, donc j'avais 16 ans. Donc j'étais au lycée tout simplement, passionné de basket, de sport en général, aussi assez appliqué dans les études. Donc voilà, j'étais, on va dire un élève studieux, je passais du temps avec mes amis et donc voilà, aucune activité professionnelle avant de tomber dans le Web3. Après c'est vrai que j'ai découvert Bitcoin en 2016, mais on va dire que je suis vraiment impliqué dans l'écosystème, depuis 2020. Donc pour donner un peu plus de contexte, avant cette période où j'étais vraiment à fond dans l'écosystème Web3 en 2020, voilà, j'étais en études à l'INSA Lyon, école d'ingénieur. Et sinon, j'avais déjà eu quelques expériences associatives et une expérience professionnelle, un stage en mobilité électrique. Voilà, voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment justement tu découvres le Bitcoin en 2016 tu étais encore au lycée, voilà, qui t'en a parlé Est-ce que t'as vu ça sur les réseaux Est-ce que c'est des potes Enfin, comment ça s'est passé concrètement ? Ce dont je me rappelle, c'est que voilà, moi j'étais quelqu'un d'assez curieux, je recherchais pas mal d'informations sur Internet et je m'intéressais depuis un petit moment à l'économie et à la finance en général. Je cherchais à comprendre comment fonctionnait ce monde-là, en particulier sur des questions de théorie monétaire. Voilà, je m'intéressais beaucoup à comment fonctionne la monnaie, l'euro, l'histoire en fait de la monnaie aussi, tout simplement. Donc avec voilà, d'abord différents types de monnaies, les talons or, ensuite tout ce qui est accord de Bretton Woods, etc. Donc je me suis intéressé à tout ça et je pense que c'est un peu par hasard que je suis tombé sur un article de Bitcoin. Et puis aussi, forcément, il y a eu pas mal de rencontres qui m'ont donné encore plus envie de creuser le sujet. Et notamment, pour la petite anecdote, j'étais à l'époque en club de tir. J'avais fait 1 an de club de tir sportif, tu vois. Et le père d'un des autres membres était aussi à fond dans les crypto-monnaies. Moi, j'en avais déjà entendu un peu parler, mais j'en ai pas mal reparlé avec lui. Et donc, lui était passionné à fond dans l'écosystème depuis encore plus longtemps que moi. Et donc, c'est un peu quand même grâce à lui que j'ai un peu plus creusé. Et puis ensuite, j'ai acheté ma première toute petite fraction de Bitcoin, voilà, en 2016 en bureau de tabac, vu que j'étais mineur, donc c'était compliqué de faire autrement. Mais voilà comment j'ai découvert Bitcoin au tout début. Tu nous disais tout à l'heure que tu étais passé par l'INSA Lyon et je crois que voilà, au sein de l'INSA Lyon, tu as été dans cette association très connue qui s'appelle Cryptosphère. Est-ce que tu peux nous en parler et peut-être faire le lien aussi en quoi ça t'a probablement influencé dans la suite de ton parcours ? Avec plaisir, Romain. Effectivement, pour te dire, c'est vraiment Cryptosphère qui a été l'élément déclencheur pour moi et probablement la meilleure décision de ma vie, du moins l'une des meilleures décisions de ma vie que j'ai prise et a été justement de rejoindre et en fait de créer l'association Cryptosphère à l'INSA Lyon. C'est-à-dire que c'est, donc Cryptosphère, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est la première et la plus grande association étudiante dans l'écosystème Web3, blockchain en France. Et donc, Cryptosphère est présent dans plein d'écoles de commerce, plein d'écoles d'ingénieurs. Également, maintenant, on cherche à s'ouvrir dans d'autres types d'écoles, donc que ce soit des universités, il y a Sciences Po, il y a énormément d'autres écoles et plein d'autres antennes sont à venir en France et potentiellement à l'international. Et donc, c'est vrai que, alors ça remonte à 2020 ou 2019, je me souviens plus. J'avais déjà créé une première association étudiante et voilà, j'aimais beaucoup l'environnement associatif à l'INSA qui est très développé. Et c'est vrai que à ce moment-là, j'étais super intéressé et encore plus motivé
pour continuer à construire, à développer des relations, à en apprendre davantage dans l'écosystème Web3. Et donc je me disais que c'était une super bonne idée de créer une association dans cet écosystème au sein de mon école. Et il n'y avait rien à ce moment-là, aucune association qui se rattachait de près ou de loin aux crypto, à la blockchain, à ce que je voulais, à travers une association étudiante. Donc au début, je me suis dit, pourquoi pas créer la mienne, tout simplement. Et au fur et à mesure, quand j'ai commencé à regarder ce qui se faisait, je suis tombé sur Cryptosphère, cette association nationale qui avait déjà plusieurs antennes. Et donc je me suis dit plutôt que de créer de mon côté tout seul une association, ça aurait beaucoup plus d'impact, ça serait beaucoup plus riche en termes de rencontres, de bénéficier aussi du réseau de Cryptosphère. Et du coup, j'ai contacté à l'époque Carolina Gorna, qui était la présidente de Cryptosphère France. Et voilà, je lui ai parlé de mon envie de créer une antenne à l'INSA Lyon. Et puis ensuite, le feeling est super bien passé et ça s'est fait. Donc voilà, j'ai créé Cryptosphère INSA Lyon. Et ensuite, c'était super parce que ça m'a permis de rencontrer, si tu veux, plein d'autres étudiants que je connaissais pas à l'INSA, mais qui étaient aussi passionnés, intéressés dans l'écosystème crypto. Des gens qui avaient déjà construit des projets, des gens qui même étaient développeurs parfois déjà sur des projets. Donc j'étais super agréablement surpris en fait de voir qu'il y avait énormément d'autres gens à l'INSA qui étaient aussi passionnés par ça. Et c'est sûr que euh, c'est pas écrit sur leur front, bien entendu. Donc tant qu'il n'y avait pas une sorte d'association, quelque chose qui fasse justement rencontrer ces personnes, et ben les gens ne se rencontraient pas. Et donc ça a été une superbe découverte pour moi. On a été la première année, je dirais, une vingtaine de membres assez motivés. Et voilà, ça a été super, des rencontres humaines incroyables, que ce soit au sein de l'INSA, mais ensuite, comme je te l'ai dit, Cryptosphère, c'est au niveau national. Et donc ça m'a permis aussi à travers certains événements, rencontrer plein d'autres gens dans d'autres associations, d'autres antennes. Donc voilà, en apprendre beaucoup plus. J'ai appris, j'ai partagé aussi, parce que Cryptosphère, c'est aussi beaucoup de partage. Donc chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice. Tout le monde est le bienvenu. Donc il y avait des gens de tout niveau, des gens, comme, encore une fois, comme je l'ai dit, des gens qui étaient déjà dans l'écosystème, qui avaient beaucoup d'expérience, parfois qui y travaillaient, et d'autres tout simplement qui s'y intéressaient. Et voilà, ensemble, on a fait pas mal de choses. On a créé aussi, organisé des événements, des conférences, on a fait des formations en interne, et puis aussi, il y a pas mal de projets entrepreneuriaux qui se sont lancés au travers de Cryptosphère. Excellent. Bah écoute, bravo en tout cas d'avoir créé voilà la cellule au sein de l'INSA Lyon. Est-ce que tu pourrais du coup nous parler un peu voilà, de la rencontre avec tes futurs associés au sein de Cryptosphère, comment ça s'est fait, et puis ensuite comme ça nous amènera vers CD Labs et on pourra voilà expliquer ce que vous faites et ce que vous apportez à l'écosystème. Comme je l'ai dit, Cryptosphère, ça m'a beaucoup apporté. Et c'est grâce en partie à Cryptosphère que CD Labs est né. Donc pour te donner un peu tout le contexte, on est en août 2021. À Surfin Bitcoin. Donc voilà, l'un des plus gros événements francophones dans l'écosystème crypto, assez focus Bitcoin, mais étant donné que voilà, c'est toujours en été, il y a quand même toute la sphère crypto française et même internationale parfois qui s'y retrouve. Et donc moi, c'était, figure-toi, l'un de mes premiers gros events, on va dire, crypto auxquels j'assistais en août 2021. Et j'ai pu y assister grâce à Cryptosphère, puisque quand même la place était quand même assez chère à l'époque. C'était même moins cher que maintenant, mais c'était environ 300 euros pour y assister. Pour moi, c'était assez compliqué d'y assister en payant cette place, mais grâce à Cryptosphère, si tu veux, on a pu y accéder en tant que staffeur. Donc en fait, on aidait à l'organisation, on aidait pour, par exemple, filtrer l'entrée, pour passer les micros pendant les conférences et les questions-réponses, enfin plein d'éléments, tu vois. À chaque fois, dans ces événements, il y a besoin de staffeurs. Et donc, souvent, les organisateurs d'événements font appel à Cryptosphère encore aujourd'hui, puisque c'est toujours sympa de rencontrer, d'inviter plutôt des staffeurs qui sont déjà dans l'écosystème. Ils sont parfois plus pertinents, très motivés. Et donc, en fait, voilà, le deal en général, c'est que les gens sont bénévoles, ils viennent staffer. Et en échange, ils peuvent aussi un peu profiter de l'événement. Donc moi, j'ai eu cette opportunité, j'ai foncé parce que je trouvais ça super. Et c'est là que j'ai rencontré Pierre Nid, du coup, un autre membre de Cryptosphère, mais d'une autre école, Télécom Sud Paris, qui était allé pour les mêmes raisons. Et donc, ce cher Pierre Nid, on était une vingtaine à peu près de staffeurs de Cryptosphère. Donc, on faisait des petits events, des petites soirées tous ensemble. C'était super. Ça permettait encore une fois de rencontrer les autres membres de Cryptosphère d'autres antennes. Et donc, Pierre Nid, en fait, avait cette idée, en fait, avait ce projet entrepreneurial qu'il avait déjà commencé à construire avec d'autres membres de son école, mais qui, pour diverses raisons, s'était un peu arrêté, c'est-à-dire qu'il s'était un peu séparé de ses autres membres au tout début. Et donc, par contre, lui était convaincu qu'il tenait quelque chose, qu'il avait vraiment une vraie idée, un vrai projet entrepreneurial, et il cherchait du coup à ce moment-là des nouveaux associés pour continuer ce projet. Et donc en fait, il m'a tout simplement parlé de ce projet lors de l'événement. On n'a pas eu beaucoup le temps en fait d'en parler, mais juste après l'événement, on s'est rappelé, on en a beaucoup parlé parce que moi, c'est vrai que j'étais intéressé par l'entrepreneuriat depuis plusieurs années, même si je m'étais plutôt dit
que voilà, plutôt mieux vaut finir mes études, ensuite avoir quelques expériences professionnelles, et ensuite fort de ces expériences, lancer ma boîte. Mais voilà, j'ai eu cette discussion avec Pierre, voilà, le feeling est super bien passé entre nous. Et le projet surtout m'intéressait beaucoup. Je t'en parlerai juste après, mais du coup c'était bien CD Labs. Et donc voilà, ça a super bien fit entre nous. On s'est associés. Et ensuite c'est moi qui ai ramené les deux autres cofondateurs de CD Labs, Nikita Terekov et Canberra Montonex. Et donc c'est également grâce à Cryptosphère que je connaissais Nikita Terekov, étant donné que Nikita il était également à l'INSA Lyon. Et du coup, je l'avais rencontré lorsque j'avais créé l'association Cryptosphère INSA Lyon. Donc c'est vrai que voilà, on voit quand même qu'il y a beaucoup de liens avec Cryptosphère. Et pour te dire, il y a quelques temps, là, on a recruté aussi notre premier stagiaire qui nous aide sur la partie business opérationnelle. Et c'est aussi en partie grâce à Cryptosphère qu'on l'a recruté, puisque c'est un membre que j'ai rencontré à un event de Cryptosphère. Ok, bah écoute, super histoire. En tout cas, ouais, ça montre la puissance de cette association Cryptosphère. Et en tout cas, on avait dû se croiser à Surfit Bitcoin en 2021, parce que moi j'y étais aussi. Et décidément, cet événement, j'ai l'impression, Mm. il est marquant pour pas mal de personnes, parce que dans un précédent épisode, Raphaël Bloch aussi nous en a parlé pour The Big Whale, comme quoi ça a été aussi un peu l'événement fondateur qui les Mm. avait décidés à se lancer sur ce projet. Donc, ok, bah maintenant, écoute, on va pouvoir parler de CD Labs. Du coup, explique-nous, voilà, vos propositions de valeur, ce que vous faites, et puis bah voilà, quelle est votre valeur ajoutée aussi pour l'écosystème crypto et DeFi au sein de CD Labs. Pour revenir sur ce que tu as dit totalement, je trouve que Surfing Bitcoin, cette édition en particulier, a été très riche en rencontres et j'entends énormément de gens aussi qui ont fait des très belles rencontres et qui ont lancé des projets, des belles choses à travers cet événement, donc ça fait plaisir. Mais ouais, pour te dire ce qu'on fait chez CD Labs, donc peut-être un peu resituer le contexte. Mes associés et moi, donc on est quand même utilisateurs de l'écosystème crypto depuis plusieurs années avant de créer CD Labs. Et donc si tu veux, on utilisait beaucoup de produits, que ce soit des protocoles DeFi, des échanges centralisés. Et donc en fait, on a vraiment senti ce pain, je dirais, lorsqu'on essayait vraiment de traquer et manager notre portfolio de crypto. C'est-à-dire, ok, j'ai envie de faire une action par exemple sur un AAV, mais également j'ai envie de swap des assets sur mon Binance, sur mon Coinbase. Comment je fais pour, par exemple, faire un trade sur mon Binance parce que j'ai envie de faire un trade sur Binance et ensuite transférer ces assets assez rapidement sur, par exemple, un protocole DeFi. Et donc voilà, on sentait vraiment qu'il y avait un manque d'interaction entre les différentes applications et services de l'écosystème crypto, et que ce manque d'interaction était encore plus flagrant entre la CeFi et la DeFi, donc entre tous les échanges centralisés et plus la partie DeFi, par exemple en utilisant un MetaMask ou tout autre DeFi wallet. Et donc c'est vraiment comme ça en fait qu'on a décidé vraiment de créer ce projet CD Labs. Et donc CD Labs, si tu veux, l'idée, c'est vraiment de faciliter au maximum les interactions entre l'ensemble de l'écosystème crypto, donc surtout entre le monde centralisé et décentralisé. Et donc, au tout début, en fait, l'idée de notre premier produit était en fait un dashboard qui est CD.link, sur lequel on va pouvoir traquer et manager l'ensemble de notre portfolio crypto, que ce soit les assets dans le monde centralisé, les échanges centralisés, ou les assets dans la DeFi. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un seul outil pour pouvoir réaliser l'ensemble de tes opérations, donc visualiser l'ensemble de tes assets, mais également les manager, donc vraiment, encore une fois, investir ton argent, faire des swaps, pouvoir transférer des assets d'un point A à un point B. Donc ça, c'était vraiment l'idée de base, le postulat de base. Donc quand on a commencé à essayer de faire ça, il y a beaucoup de dashboards qui font ça, mais sur la partie DeFi only. Donc par exemple, DBank, Zapper, Zerion, entre autres. Il y en a plein d'autres. Donc tu connectes ton MetaMask et tu fetches toute la partie DeFi et parfois tu peux plus ou moins faire du management d'assets, donc plus ou moins transférer tes assets. Et donc nous, on voulait faire pareil, mais aussi en agrégeant le monde centralisé de l'écosystème. Toute la CeFi, mais en restant dans cet esprit qui est très important pour nous, en gardant les valeurs de la DeFi, c'est-à-dire en gardant cette non-custodialité, c'est-à-dire que nous, on veut pas être une entreprise qui possède les données des utilisateurs, ce genre de choses. Et donc là, on a pas mal planché sur ce point-là, puisque en fait, si tu regardes aujourd'hui dans l'écosystème, il y a quelques dashboards, quelques solutions qui essaient justement d'agréger l'écosystème centralisé. Et en fait, eux, justement, ils le font, c'est-à-dire de manière un peu plus web 2, j'ai envie de te dire, et c'est-à-dire que ils vont stocker tes données, ils vont stocker les clés API que tu mets sur que tu exportes de tes échanges centralisés. Et donc, étant donné qu'ils possèdent cette donnée, ils ne peuvent pas demander à l'utilisateur des droits trop importants à ces clés API. Et donc, en fait, ils vont uniquement demander des droits en lecture. Donc, en fait, il faut savoir qu'il y a deux types de clés API. Il y a les clés API en droit d'écriture et en droit de lecture. Donc, droit de lecture, tu peux uniquement visualiser des assets. Donc, il n'y a pas de risque, par exemple, si ces clés API tombent en de mauvaises mains, on va pas pouvoir siphonner tes fonds, on va juste pouvoir voir combien tu as. Mais si tu donnes des clés en droit d'écriture,
Là, par contre, on va pouvoir faire du trade et potentiellement, en fonction des droits que tu donnes, faire des transferts et donc même siphonner tes fonds. Donc ça, c'est un point important. Et aujourd'hui, en fait, dans l'écosystème, il y a des produits qui essaient d'agréger le monde centralisé. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, ils ont des serveurs, donc ils vont stocker cette donnée. Et donc, ils vont juste demander aux utilisateurs des clés en droit de lecture, étant donné que les utilisateurs ne seraient pas prêts en fait à confier à des services tiers des clés en droit d'écriture. C'est beaucoup trop risqué. Et donc, en fait, nous, on a essayé de contourner ce problème, et c'est comme ça en fait qu'est né notre second produit, CD.Store. Et donc CD Store, qu'est-ce que c'est? C'est une extension de navigateur, un peu comme MetaMask dans l'idéologie, mais pour gérer tes échanges centralisés. Donc on peut vraiment faire le parallèle avec MetaMask et dire que c'est limite un browser wallet for your centralized exchanges. Et en fait, le parallèle, il se retrouve à plusieurs points au niveau de l'UX. Déjà, si tu veux, c'est encore une fois une extension de navigateur. J'invite les utilisateurs à tester le produit au moment où cet épisode sort. Normalement, on sera live, donc vous pourrez tester. Mais vraiment, l'UX, on a voulu vraiment faire une UX très très similaire à, par exemple, un MetaMask ou n'importe quel DeFi wallet pour que l'onboarding, l'utilisation soit vraiment smooth, soit facile pour l'utilisateur qui utilise déjà un MetaMask. Et donc, si tu veux, en fait, on va stocker les clés API de l'utilisateur de manière non custodiale, tout comme MetaMask, par exemple, stocke les clés privées de ton adresse de manière non custodiale. C'est-à-dire qu'elles vont être stockées côté client, donc sur l'ordinateur de l'utilisateur. Et actuellement, on travaille aussi sur d'autres manières de stocker ces clés API. Donc, ça va pouvoir être sur un mobile device et également sur une Ledger. Donc là, on travaille avec Ledger pour pouvoir avoir une solution hardware wallet. Mais du coup, ce qui est important, c'est qu'on est non custodial, on ne stocke et on n'a aucune donnée, on n'a pas ces clés API. Et étant donné que nous ne possédons pas ces clés API, l'utilisateur peut mettre des clés API en droit d'écriture. Et donc, c'est vraiment cette innovation, je dirais, cette sorte de wallet pour les échanges centralisés qui va nous permettre de l'agréger et de vraiment pouvoir faire du vrai management d'assets côté CeFi. Et donc, je finirai pour dire que au tout début, le postulat était vraiment d'avoir ces deux outils, donc CDLink sur lequel tu vas connecter ton MetaMask ou n'importe quel autre DeFi wallet pour fetch toute la partie DeFi, et CD-Store pour fetch toute la partie CeFi, les échanges centralisés, et ensuite sur CD-Link, tu peux tout faire. Donc aujourd'hui, c'est toujours un peu la vision qu'on a, mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, on va se concentrer aussi sur intégrer CD-Store à pas mal d'autres solutions. Donc là, notre cœur de métier, notre principale innovation, tu l'as compris, c'est CD-Store, cette extension. Et donc l'idée pour nous, là, c'est vraiment d'essayer d'avoir énormément d'intégration et d'intégrer CD-Store à plein d'autres projets, donc que ce soit d'autres DApp, que ce soit des dashboards, des DeFi dashboards comme Zapper, Zerion, que ce soit plus tard aussi des protocoles DeFi potentiellement, sur lesquels on pourra investir la liquidité qu'on a sur les échanges centralisés directement sur des protocoles DeFi, et également plein d'autres solutions, hein. Donc les solutions sont larges, les solutions tax reporting et d'accounting. Tu vois, imagine, tu arrives sur Waltio, tu connectes ton CD-Store et en un clic, tu as fetch directement toutes tes clés API. Donc on veut vraiment et tous tes échanges centralisés. Donc on veut vraiment que CD-Store soit l'outil pour en fait intégrer tous les échanges centralisés de manière non custodiale et accéder à la liquidité de la CeFi. Ok, bah écoute, hyper intéressant. En tout cas, bravo, bravo pour l'innovation. J'imagine que vous avez dû passer des jours pour trouver cette idée. Et je trouve assez incroyable, c'est que finalement, en fait, si on essayait de résumer, vous décentralisez finalement un peu les échanges, les échanges centralisés, quoi. Enfin, c'est un peu ça que j'ai en tête, quoi. Exactement, c'est l'exemple est très parlant, tout à fait. C'est exactement l'idée. On devrait vraiment garder les DeFi values et en utilisant la CeFi, parce que par rapport à notre vision, ça c'est important, on pense vraiment que les deux écosystèmes, CeFi et DeFi, vont évoluer. J'ai écouté quelques-uns de tes podcasts, et il y a quand même pas mal de gens forcément dans l'écosystème qui n'ont pas cette vision et qui pensent que, par exemple, les échanges centralisés sont amenés à disparaître. Nous, on ne pense pas ça. On est encore une fois, un très, très pro DeFi sur les valeurs, mais on pense que il y a beaucoup d'avantages aussi à utiliser des échanges centralisés. Par contre, la question, c'est comment on les utilise. Et donc, par exemple, ce qui s'est passé avec FTX nous montre que c'est pas forcément une bonne idée de stocker sur du long terme des assets sur des échanges centralisés. Par contre, les utiliser pour faire tout un tas d'opérations, que ça soit des trades, bénéficier de cette liquidité, parce que la liquidité est vraiment surtout présente sur les échanges centralisés. Parfois, il y a des produits aussi de staking, earn, qui peuvent être intéressants, des launchpads, énormément d'autres projets, aussi parfois des contrats, les contrats futurs. On sait que c'est pas encore très très optimisé ça sur la partie DeFi, même si j'espère que ça va se développer. Donc pour tout un tas de raisons, on pense vraiment qu'il y a un avantage à utiliser des échanges centralisés, aussi beaucoup d'avantages évidemment à utiliser la DeFi. Et donc nous, notre vision, c'est vraiment prendre le meilleur des deux mondes pour vraiment pouvoir tout faire.
Ok, top. Ben, merci pour ce complément. Alors, du coup, j'ai quelques questions qui me viennent, mais est-ce que tu pourrais nous parler un peu de votre go-to-market aujourd'hui? Vous vous adressez à qui finalement? Vous vous adressez plutôt aux particuliers, aux investisseurs voilà, amateurs, ou vous vous adressez à des professionnels comme, je sais pas, des sociétés de trading, des fonds d'investissement? Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Pour le moment, l'idée, c'est vraiment de se focus sur du B2C, dans le sens où le B2B pourra venir peut-être plus tard avec une offre institutionnelle, parce qu'il y a également énormément de besoins, mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'est aussi un autre métier, un autre produit à construire. Donc pour l'instant, ce n'est pas notre priorité. Là, la priorité, c'est vraiment de s'adresser à des utilisateurs comme, je dirais, comme toi, comme moi, qui, encore une fois, utilisent pas mal d'outils, pas mal d'applications de services, des échanges centralisés également, et qui ont ce besoin justement, qui ont cette vision aussi DeFi, cette, qui veulent garder ces valeurs de la DeFi et utiliser ces services. Donc pour l'instant, l'idée c'est vraiment, notre target, j'ai envie de te dire, c'est les utilisateurs par exemple d'un MetaMask qui ont aussi un ou plusieurs échanges centralisés et qui souhaitent faciliter leurs interactions entre ces deux mondes. Et aussi en termes de go-to-market, du coup, l'idée c'est qu'on va commencer vraiment dans les semaines et mois à venir, bah, au moment où sort cet épisode, je pense que on aura fait quand même pas mal de bruit. Mais l'idée, voilà, c'est d'abord aussi de développer le marché français qu'on connaît assez bien, mais aussi très rapidement s'exposer à l'international. Voilà, cibler, on va dire, tous les utilisateurs qui ont déjà un MetaMask, par exemple. Et en termes de go-to-market, l'idée, c'est vraiment aussi, comme je l'ai dit précédemment, d'essayer d'avoir énormément d'intégration. C'est-à-dire que les funnels d'acquisition de manière directe, donc parler à l'utilisateur, c'est super, mais ce qu'on va essayer de développer, c'est encore une fois d'avoir des partenariats et s'intégrer à plein d'autres solutions. Et du coup, ça peut être un canal de distribution super pour nous, puisque les gens vont utiliser CD Store à travers un autre produit. C'est ça l'idée aussi. Ok, merci pour la précision. Et du coup, l'autre question que j'avais, c'est comment vous êtes perçu aujourd'hui par les échanges centralisés comme Binance, Coinbase, Kraken, etc. Est-ce qu'ils vous voient comme une menace potentiellement voilà, d'un acteur qui pourrait essayer de les ubériser ou plutôt comme quelqu'un qui peut voilà, leur apporter du business et du flux supplémentaire? Ouais, très bonne question. C'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent. Et effectivement, c'est plutôt le deuxième point qui ressort. On a discuté avec pas mal de gens, on a des contacts dans la majorité des échanges centralisés. Et, euh, et oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour eux, c'est plutôt un point positif. Même si, bon, sur le long terme, ça peut être amené à changer, on verra. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le business des échanges centralisés, il est reposé sur une chose qui est le volume. C'est-à-dire que eux, la majorité de leur business, ils le font sur les fees qu'ils collectent sur les trades, etc. Et donc, ils cherchent en fait à multiplier les portes d'entrée, à multiplier leurs points d'accès, et c'est pour ça que les échanges centralisés développent des clés API. En fait, les clés API, ça permet justement d'utiliser les services des échanges centralisés sur des produits annexes. Donc, ça a été beaucoup utilisé, par exemple, pour les bots de trading et aussi pour plein d'autres solutions. Et donc, les échanges centralisés, ils sont friands de ça, encore une fois, pour multiplier leurs points d'accès et potentiellement, du coup, aller chercher plus de volume et donc faire plus d'argent. Euh, donc, euh, donc non, pour l'instant, c'est vraiment une collaboration qui est saine et même pour te dire, souvent, ils sont assez à l'écoute de ce qu'on leur dit, de nos retours, puisque nous, du coup, c'est vrai que c'est super important pour nous que chaque échange centralisé, on veut en intégrer un maximum, hein. Aujourd'hui, on en intègre 7, donc les plus gros, mais on souhaite en intégrer davantage. Et aussi, ce qu'on souhaite, c'est que chaque échange centralisé développe et améliore leur service de clé API pour que ça soit plus rapide, pour que ça puisse traquer plus de parties de l'échange centralisé. Par exemple, aujourd'hui, Binance, on va pas pouvoir traquer toutes les parties, tous les segments. Donc, on va pouvoir traquer, par exemple, la partie qui est en spot, mais on va pas pouvoir traquer, par exemple, la partie qui est dans le staking. Donc, l'idée vraiment, c'est de leur montrer en fait que ça a énormément d'intérêt pour eux et ils le savent, d'améliorer leur service d'API. Et souvent, voilà, ils sont à l'écoute et on leur fait du feedback puisque nous, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec eux, avec leur service d'API et ils sont plutôt à l'écoute et essayent d'améliorer leur service, donc c'est plutôt cool. Et peut-être dernière question sur vos produits. Est-ce que tu peux nous donner peut-être les grandes lignes de la roadmap là, dans les mois à venir et peut-être aujourd'hui aussi, je crois que vous étiez encore en bêta, le nombre d'utilisateurs que vous avez et puis comment ça va croître de mois en mois? Ouais, bien sûr. Donc c'est vrai que pour l'instant, on est en private beta sur CD Store. Donc côté CD Link, pour le moment, le produit n'a pas encore été lancé. Sur private beta de CD Store, on a donné accès à 200 personnes à la private beta. Donc l'idée, c'était vraiment de faire step by step. On a fait différents batchs. Si tu veux, au début, on a donné accès à une vingtaine de personnes, donc quasiment que nos amis, nos connaissances très directes, pour qu'ils testent, pour qu'ils nous fassent du feedback. Ensuite, on a fait une V2, donc on a itéré en ajoutant des fonctionnalités, en corrigeant des petits bugs et en améliorant l'UX. Et donc on a fait ça sur plusieurs batchs et actuellement, donc là, il y a 200 personnes qui testent le produit. Et comme je l'ai dit,
L'idée vraiment, c'est assez rapidement d'arriver en public bêta, donc on va dire lâcher les chevaux, donner plus d'accès. Actuellement, il y a 450 personnes à peu près à l'heure où on enregistre qui ont apply à la bêta et dont 200 qui ont eu accès. Et donc là, l'idée, c'est quand même assez rapidement de donner plus d'accès en fait pour tout simplement avoir davantage de feedback et effectivement plus se faire connaître. Donc en termes de timeline, je dirais que voilà, en mai, on aura cette public bêta. Donc voilà, un accès, les gens pourront télécharger l'extension et tout de suite la tester. Côté CDLink, il est probable qu'on launch aussi une private beta assez rapidement, probablement en mai. Pas avec toutes les features, mais ça sera déjà une première version. Et également, je dirais la version finale de CD Store, parce que là actuellement, ce qu'on peut faire sur CD Store, ça va pouvoir être visualiser l'ensemble de les assets qu'on a sur les échanges centralisés, faire des trades également, donc on va pouvoir directement dans l'extension trader des assets sur Coinbase, Binance, Kraken, KuCoin, etc. Mais pour l'instant, la feature ce qui nous manque, c'est vraiment d'envoyer des fonds. Donc, par exemple, envoyer des assets de ton Binance vers ton Coinbase ou par exemple de ton Coinbase vers un MetaMask. Et donc, vraiment, ça, c'est un point super important pour être cette gateway entre CeFi et DeFi et transférer des assets entre ces deux écosystèmes. Et donc, cette feature arrivera probablement également entre mai et juin, je dirais. Et donc, le public launch, vraiment là où on espère cette version quasi finale de CD Store, devrait arriver autour, voilà, courant dans l'été. C'est un peu difficile de donner une date précise, mais ça arrive assez vite. Ce qui est cool, c'est que là, l'équipe a bien grossi. On est actuellement 11 dans l'équipe, dont 8 développeurs, donc là, ça chip assez vite. Ok, ouais, donc on imagine hein, forcément, et tu viens de le confirmer, ouais, tu disais 8 développeurs dans une équipe de 11, il y a déjà beaucoup de tech forcément qui a dû être développé. Du coup, ça m'amène la question suivante. Est-ce que, Ouais. votre projet il est déjà bien avancé, enfin vous êtes à un stade encore relativement early, mais voilà, on imagine qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Est-ce qu'il y a un truc si tu devais relancer le projet là tout de suite, que tu ferais différemment, voilà, un conseil que tu pourrais donner à ceux qui écoutent, qui sont aussi en train de lancer un projet, pour éviter de reproduire une erreur, que ce soit, je sais pas, sur la tech, sur le go-to-market, sur le funding, sur le produit. Enfin voilà, je sais pas ce que tu as en tête là tout de suite. Ouais, c'est une superbe question. Et enfin, forcément, il y a beaucoup de choses, hein. Donc, on pourrait faire tout un podcast uniquement là-dessus. Mais sur le funding, oui, on a fait quelques petites erreurs, mais globalement, c'était plutôt cool. Si je devais dire vraiment certains points, oui, l'idée, c'est vraiment ça, c'est, je dirais, l'un des maîtres mots de l'entrepreneuriat, c'est tester et itérer. Pas rester trop dans sa bulle, développer trop en interne et essayer d'avoir le truc parfait avant de se lancer. Ça, je pense que c'est un conseil que je peux donner, qu'on n'a pas toujours fait, mais vraiment être en quête de feedback assez rapidement et pas avoir peur en fait voilà de potentielles critiques et les critiques, faut vraiment les prendre de manière positive. Donc vraiment tester les choses, même si on n'a pas grand chose, voilà, le lancer, demander des feedbacks à tes proches au début, ensuite à plus de monde, et c'est comme ça vraiment qu'on va pouvoir améliorer et construire le meilleur produit pour les utilisateurs en fait. Donc ouais, je dirais pas avoir peur de se lancer assez rapidement et ouais, je pense que c'est l'un des points principaux et puis aussi, forcément quand même pas mal étudier la chose avant de se lancer dans le sens où chercher à comprendre, à qui tu t'adresses précisément et aussi, potentiellement aussi quand même réfléchir, assez rapidement à différentes manières de te développer, donc de développer ton produit, de faire parler de toi et également aussi, de comment tu vas générer du cash, plus tard. Ça, c'est un point sur lequel, on a mis un peu de temps à réfléchir et c'est vrai que c'est assez important parce que dans les projets Web3, on n'en parle pas toujours, et c'est vrai que souvent on se dit, «Il faut construire le produit et ensuite on verra après», ce qui est un peu vrai, mais ce qui peut-être ne marche pas tout le temps et encore moins dans les phases, par exemple, de bear market. Donc voilà, ce seraient mes quelques conseils. Ok, bah ils sont top. Merci pour ça. Bon, toi qui as une grande culture Web3 et qui est quand même un early, voilà, avec tout ce que tu as pu faire, notamment au sein de Cryptosphère, même si tu vis à 200% pour ton projet, ce qui est normal. Si tu devais me parler d'un autre projet que tu suis particulièrement en ce moment, tu me parlais de quel projet? Avant CD Labs, j'étais quand même beaucoup plus au courant, beaucoup plus au fait des différents projets qui existent dans l'écosystème et voilà, j'étais beaucoup plus, on va dire, un degen, mais je dirais au bon sens du terme, je m'intéressais énormément aux différents projets, aux différents protocoles. C'est vrai que maintenant, j'ai beaucoup moins le temps, mais j'essaye quand même forcément d'être tenu à jour parce que ça fait aussi partie de mon travail, hein, de voir ce qui se fait dans l'écosystème. Déjà, j'aimerais avoir un petit mot pour Angle Protocol, qui est un super projet français qui fait un stablecoin euro.
qui ont eu des grosses difficultés récemment avec le hack de Euler Finance dont ils avaient beaucoup euh, d'assets. Mais là, voilà, Euler va mieux et je suis convaincu que Engel va se relancer et vraiment c'est un projet que j'invite euh, voilà, un super projet, je pense vraiment que les gens devraient regarder. Et sinon, un projet vraiment coup de cœur que j'ai depuis un petit moment aussi, c'est un autre projet français. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup la sphère francophone, je trouve ça vraiment super. Et il y a de plus en plus d'entrepreneurs Web3 dans l'écosystème français, donc ça me fait super plaisir. Mais je dirais qu'il y a Swap avec 2A, SWAAP Finance, que j'aime beaucoup. Et voilà, en plus la team avec Cyril notamment est vraiment superbe. Et donc pour les gens qui connaissent pas, je les invite à regarder, mais pour faire assez simple, c'est assez technique comme projet, mais euh, le discours est simple en fait, c'est de réduire en fait les impermanent loss qui sont une assez grosse problématique dans la DeFi, dans les pools de liquidité. Et donc globalement en fait, c'est une pool de liquidité qui est backée sur de l'USDC, sur de l'Ether et du wrapped Bitcoin. Et donc ça permet aussi déjà d'investir sur ces différents assets et de réduire les risques d'impermanent loss qui sont un problème en général dans les pools de liquidité DeFi. Ah, intéressant, intéressant. Je connaissais pas du tout ce projet. Ouais, j'irai jeter un œil, ouais, pour voir aussi comment il comment il gère ces impermanent loss. Ouais, effectivement, parce que c'est un vrai sujet dans les liquidity Mm. pools. Yes, dernière question. Du coup, déjà, c'est passé vite, comme d'hab. Bah voilà, Mm. est-ce que toi, tu serais capable de me dire à quoi ressemblerait ton Web3 idéal d'ici 5-10 ans? Voilà, ce serait quoi ce Web3 dont tu rêves? Oui, totalement. Bah, c'est une très bonne question et forcément assez compliquée. J'aimerais bien avoir la réponse, mais dans l'idéal, vraiment, euh, déjà moi, je suis convaincu, hein. Après, forcément, je suis assez biaisé puisque je suis dans l'écosystème depuis longtemps. D'abord en tant qu'investisseur, passionné, la passion est toujours restée et maintenant en tant qu'entrepreneur. Mais c'est vrai que sincèrement, je suis de plus en plus confiant sur le fait et de plus en plus convaincu sur le fait que l'écosystème va perdurer et va se développer à grande vitesse. J'ai de plus en plus aussi d'insights. Je parle avec de plus en plus de founders, d'investisseurs, enfin des gens, on va dire, qui pèsent dans l'écosystème crypto, mais également traditionnel. Et vraiment, moi, je suis assez convaincu que l'écosystème Web3 a de très beaux jours devant lui. Et donc, dans 10 ans, pour répondre à ta question, moi, je pense que ouais, l'écosystème Web3 sera très développé et que il sera utilisé en fait par, je dirais, une grande majorité de la population sans même le savoir. Donc ça, c'est vrai que c'est une thèse qui arrive souvent, hein, mais je suis assez convaincu de voir que voilà, la blockchain, par exemple, sera partout, mais sous forme, pas forcément sous forme visible de tous. Je pense que la mass adoption arrivera de cette manière, c'est-à-dire il nous faut des services extrêmement user-friendly, extrêmement simples, pas comme par exemple MetaMask qui est assez compliqué mine de rien, pour utiliser en fait la blockchain et interagir avec elle, mais avec d'autres surcouches qui, je l'espère du coup, resteront non custodiales, qui auront encore ces valeurs de la DeFi, c'est super important. Mais je pense que il y a des beaux projets effectivement qui travaillent là-dessus. J'espère aussi que les acteurs de la TradFi soit disparaîtront ou s'adapteront à ce nouvel écosystème pour laisser place justement à des, à des fonctionnements, je dirais, plus sains qui sont prônés par la DeFi. Et je suis plutôt confiant là-dessus. Effectivement, je pense que voilà, la DeFi va prendre énormément de place et on voit de plus en plus d'acteurs, par exemple Société Générale avec leur branche Forge, qui font des interactions avec la DeFi. Et donc, ouais, je pense sincèrement que la DeFi sera une place importante du monde financier, par exemple, dans 10 ans. Bah merci pour ce partage et du coup pour ta vision. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode avec toi. Voilà, je trouve encore une fois que tu as un super parcours de builder, tu es super jeune, tu as attendu personne pour te lancer. Voilà, vous avez une belle ambition et puis bah écoute voilà, moi je vous souhaite en tout cas le meilleur pour votre projet et puis voilà, je trouve que tu as aussi une belle capacité à expliquer dans des mots simples et de manière concise ce que vous faites qui n'est pas forcément simple à comprendre pour des personnes qui sont un peu moins initiées donc bravo pour ça et puis écoute voilà, je te laisse le mot de la fin pour conclure cet épisode. C'était vraiment un plaisir aussi pour moi. J'espère effectivement que j'ai pu être assez concis, assez clair. Ce que je veux dire aussi, c'est n'hésitez pas, les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à me contacter, voilà, que ce soit sur LinkedIn, Telegram aussi. Telegram, c'est Gabriel Begazo, tout simplement avec un G et B majuscule. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je suis toujours ravi d'échanger avec la communauté, avec les utilisateurs aussi. Voilà, n'hésitez pas à tester notre produit, nous faire du feedback. Comme je l'ai dit, on est très friand d'avoir l'avis de la communauté. Et puis ouais, c'était un super plaisir aussi, un réel plaisir de faire ce podcast avec toi, Romain. Et all the best et j'espère qu'on se reverra bientôt. Ça marche, j'en doute pas. À bientôt, Gabriel. Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.